sommes le 4 février 2026 tout justement. Et dialogue national ou dialogue de sourds, l'opposition rejette l'offre du président Félix Antoine Tshisekedi et l'atmosphère monte d'un cran. Au programme, on parlera aussi de dessous du cas Claude Ibalanki et un regard sans concession sur les médias, les quatrièmes pouvoirs. Nous allons justement nous interroger quant à la liberté d'expression en République démocratique du Congo, entre liberté et dérapage, où en est la presse congolaise aujourd'hui. Est-ce le quatrième pouvoir serait devenu l'homme de lui-même? On en parlera avec les éminents confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Vous faites bien de nous choisir et rester jusqu'à la fin, car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Et si vous nous rejoignez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez la vidéo pour permettre à l'algorithme YouTube de bien nous référencer sur la plateforme. Pour en parler, on a sur ce plateau, c'est lors de l'arrivée, Philippe Kazadi, éditeur du magazine Portail d'information, Kiosque d'Afrique. Soyez les bienvenus et comment allez-vous? Merci, Monsieur Gédéon, pour l'invitation. Je vais très bien. Merci, un grand plaisir de partager ces plateaux. Je crois qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour contribuer tant soit peu à l'édification des Congos forts. Soyez les bienvenus. C'est la deuxième participation à ce club pour 2026. Ah oui. Et on espère que le débat sera équilibré, un débat républicain pour aider les décideurs à prendre des options à travers les observations et propositions qui seront faites dans le cadre de cette émission. Je veux effectivement un débat républicain, un débat dépassionné, un débat sans passion, permettez la tautologie, pour justement contribuer à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, le point où se trouve la situation de notre pays est très décisif. Les pays à la croisée des chemins. Pour que nous puissions prendre des options sérieuses pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. On a 3 sujets sur la table, mais je voudrais qu'elle commence par le dernier. Comment la liberté de la presse est-elle comprise aujourd'hui en ces temps de guerre en République démocratique du Congo? Bon, ça dépend d'un journaliste à un autre, d'un organe de presse à un autre, par rapport de manière générale, à la manière de quelle est votre traiter constatation par rapport à ça? Mais je constate qu'il y a assez de libertinage. Moi, je constate qu'il y a assez de libertinage parce que le thème de la guerre est trop sensible. Et aujourd'hui, plutôt que de traiter l'information, les journalistes, la plupart des journalistes se lancent dans le sensationnalisme pour justement, surtout pour ceux qui sont sur la plateforme YouTube, s'attirer seulement des vues et vivre de ça. Et donc, on tue le journalisme qui est au fait un métier noble, à mon avis. Donc, on plonge dans le libertinage plutôt qu'être libre. Parce que en matière d'information, la notion de la liberté s'est traduite par 2 droits. Le droit à l'information et le droit de l'information. Donc, à partir du moment où les 2 droits sont à plus de 60 ou 70% garantis, je pense que sur le plan des textes et sur le plan de la pratique institutionnelle, la liberté de l'expression ou de la presse est là. Maintenant, du côté de ceux qui doivent bénéficier de cette liberté, notamment à l'information. Qu'est-ce qu'ils font de cette information? N'oublions pas que les journalistes, c'est celui qui vit de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Aujourd'hui, qui traite encore l'information? Dans la catégorie des journalistes, qui traite encore l'information? Je vois particulièrement ceux qui font le journal, ça veut dire qui font un journal, un JT à la télé ou un journal à la radio ou à la presse écrite. Aujourd'hui, il y a encore des conseils de rédaction pour limiter les sujets, fixer les angles de traitement de l'information et avant que chaque journaliste puisse se déployer. Donc, vous voulez dire que la liberté de la presse en temps de guerre n'est pas la même qu'en temps de paix? Ça ne peut pas être la même chose parce que la guerre, j'ai déjà dit, c'est un sujet sensible. Okay, c'est un sujet sensible. Et au regard de cette sensibilité, il faut que les règles soient conformes à cette circonstance-là. Parce que la guerre est circonstancielle, la guerre n'est pas éternelle.
Ce qui est éternel, c'est la situation normale. Donc, entre liberté de la presse et responsabilité citoyenne, vous optez pour lequel entre les deux? Le deux. Je veux que la presse soit libre, mais je veux que la presse soit aussi responsable. Et qu'elle sache quoi dire et quoi ne pas dire. La presse ne doit pas être le lieu où s'alimentent les fake news, le lieu de relais de fausses informations pour justement obtenir plus de vues et plus de likes. Comment voulez-vous que la presse soit responsable et ait un traitement différent de l'information en temps de guerre quand on ne met pas à sa disposition tout le moyen nécessaire ou quand les décideurs semblent être aux abonnés absents? Non, il faut déjà savoir que la presse a naturellement deux sources de revenus. Je crois que vous êtes dans cette partie de l'économie de la presse. Il y a la publicité qui n'est pas forcément dépendante. C'est pas une tradition à RDC. Qui n'est pas forcément dépendante des autorités. Pourquoi il n'y a pas la publicité chez nous? Parce que justement, il n'y a pas la concurrence. C'est la concurrence dans le milieu des entreprises qui crée le besoin de faire la publicité. Qui devrait faire en sorte que la concurrence soit ride? Est-ce les médias ou le gouvernement devrait accompagner suffisamment la presse à avoir le moyen de sa politique? Non, je dis que la presse trouve le moyen dans la publicité et dans la subvention de l'État. Mais j'étais en train d'expliquer d'abord la publicité. Comment les contextes de la publicité est quasi compliqué, difficile chez nous. Parce qu'il n'y a pas de concurrence entre entreprises. Vous avez dans la brassicole deux entreprises qui finalement se trouvent, ils sont dans une sorte de concurrence, mais face aux médias, ils sont dans une situation de monopole. Et ils vous imposent le prix. OK? Et il faut attendre les prix que ces sociétés de brassicole payent aux médias. Même les médias les plus en vue, combien ils reçoivent pour la publicité. Et ailleurs, la publicité coûte extrêmement cher. Vous allez à l'étranger, une ville comme Bruxelles, vous avez plus de 12 marques de bière. Je parle bien de bière, plus de 12 marques dans une ville comme Bruxelles. C'est tout naturel que chacun cherchant à se trouver sa part du marché, ok, il se déploie dans la publicité. La concurrence se rôde à quel moment? Est-ce c'est dans le média où la concurrence devrait être rude ou au niveau de... Non, c'est-à-dire que la concurrence qui est dans l'offre, voilà, dans l'offre entre sociétés, les oblige pour conquérir les parts du marché à rentrer dans les médias, à revenir dans les médias pour faire passer leurs produits. N'oublions pas l'importance de la publicité pour les entreprises commerciales. Elles font la publicité parce qu'elles se sentent dans l'obligation. Aujourd'hui, ces sociétés ont toujours besoin des médias pour vendre le produit. C'est pourquoi je dis que chez nous, parce que ces entreprises ne sont pas dans une situation de concurrence. S'il y avait la concurrence, elles feraient la publicité. Ou parce qu'elles ont contourné les médias en trouvant une autre solution. Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ces entreprises-là ne pourraient-elles pas vendre mieux leurs produits que, par exemple, ce que leur offrirait le média? Non, mais les réseaux sociaux n'ont pas commencé chez nous. Les réseaux sociaux ont commencé ailleurs. Et ailleurs, là où il y a la forte concurrence, les entreprises continuent à faire la publicité dans les médias traditionnels. Mais là, il y a je veux dire quoi, un deuxième moyen par lequel les médias trouvent le moyen, c'est la subvention de l'État. Alors chez nous, franchement, ça c'est niveau que tout est quasi vide parce que l'État ne donne rien en termes de subvention aux médias. Du côté de la subvention de l'État, il y a quasiment un vide. L'État ne donne pas de subvention aux médias. Il devrait y avoir plutôt un critérium sur base duquel les médias devraient s'appuyer pour réclamer des droits auprès de l'État. Mais aujourd'hui, là, franchement, je crois que de ce côté, il y a un vide. Le ministère de la Communication devrait faire ce travail avec les autres associations de presse pour délimiter le critérium sur base duquel l'État peut commencer à subventionner. À l'époque du président Kabila, on attendait, non, il a reçu les patrons des médias. Et à la fin, il leur donne une enveloppe et les patrons des médias se partagent. Mais de quels médias?
Pas de tous les médias, de certains médias tirés à la volée. Merci beaucoup Philippe Kazadi pour l'entrée à la matière. Il est vrai que la liberté de la presse et la responsabilité restent un défi, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Et on a aussi la baraka d'avoir ce matin. Il ne répond pas tous les jours aux invitations, mais pour ce 4 février, date qui coïncide avec mon anniversaire, l'anniversaire de votre honneur, gratitude à l'Éternel. On a les DG, les Congomani Télévision, Nonon Kourou. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci, Gédéon Atibou. Heureux anniversaire à vous. Merci. Je ne savais pas que c'était votre anniversaire. Voilà, merci pour cet honneur de m'avoir invité pour la deuxième fois pratiquement de passer à cette très grande tribune qui est une vitrine pour nous. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de partager ce plateau avec un éminent confrère qui est à la fois un acteur politique, M. Philippe Kazadi, qui a dit beaucoup de contre-vérités ici. Votre dernier passage ici a laissé beaucoup de retours positifs et quelqu'un même dans le commentaire m'a écrit non, il est aussi bon à l'analyse qu'à la présentation. Okay. Et vous, si on vous demandait de choisir, vous voyez à l'aise dans quelle peau? Dans la peau des présentateurs ou d'analystes? Je préfère rester présentateur, parce que c'est ça, ma passion. Avec l'humour qui accompagne toujours votre émission, bien sûr, les gens s'ennuient rarement. Il faut un peu de la détente pour ne pas laisser les gens se perdre dans l'analyse, dans la profondeur, dans la concentration. Il faut un peu apporter un peu de la détente, parce que n'oubliez pas que le journalisme, c'est aussi informer, former et divertir. Donc il faut à la fois apporter aussi des divertissements. En tout cas, je suis tenté d'aller vite. Allez-y. Réagir d'abord à ce qu'a dit mon confrère Philippe tantôt, qui est l'éditeur de Kiosque d'Afrique. Il dit il y a trop de libertinage pour le premier Beaucoup sujet. De dérapages. Il y a beaucoup de dérapages. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Je voulais dire qu'il était menteur. En tout cas, pour son respect, je ne le dirai pas. Il n'est pas menteur, donc je ne le dis pas. Il faut que le média ou les journalistes soient responsables. Il les rappelle à la responsabilité pour faire leur travail correctement. Vous savez, Saint Thomas d'Aquin dit que pour exiger la vertu, il faut un minimum de confort. Avant que ces journalistes-là soient dans les contextes de leur travail, pour qu'ils les fassent avec conscience, pour qu'ils les fassent avec beaucoup plus de responsabilités, comme M. Philippe l'exige, il faudra que l'État mette les conditions. Parce que cette responsabilité-là, première, revient à l'État congolais de pouvoir mettre les conditions. Comment mettre les conditions? C'est-à-dire mettre de la subvention, permettre à ces médias-là d'avoir les moyens de leur politique, et aussi que le marché de la publicité soit là pour que les médias puissent trouver les moyens pour faire correctement leur travail. S'il fait allusion qu'il faut de la concurrence pour la publicité, il faut ceci. Si vous allez sous d'autres sites, par exemple en France, il y a la légifération pour la publicité. On vous oblige que si vous voulez passer de la publicité, il y a des préalables, entre autres l'audimatrie par exemple. Vous devez calculer l'audimat, vous devez calculer l'audience de tels médias, qu'est-ce que ça vous représente. Par exemple, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube vous permet de quantifier le public qui vous regarde. On dit, mais c'est Gédéon, minimum les jours, il a 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui le regardent de manière stable. Et on vous calcule par tête combien cela pourrait représenter en termes de publicité d'une minute, de 30 secondes, ainsi de suite, selon les standards internationaux. Et c'est comme ça qu'on légifère, c'est comme ça qu'on encadre les marchands de la publicité. Il a fait allusion à la concurrence et lui-même s'est contredit en même temps. Certes, il est vrai que ce sont des opportunités qui ne sont pas présentées. Est-ce pour autant nous devons pratiquer ces métiers avec moins de responsabilités? Parce qu'il est question de la liberté de la presse et la responsabilité. Comment devons-nous exercer ces métiers en temps de guerre? C'est de ça qu'il est question. En tout cas, moi, je vais être réaliste, M. Gédéon Atibou. Simplement, pourquoi? Parce que je suis à la fois formé pour cette profession, à la fois celui qui a pratiqué, qui a palpé, qui a touché, qui vit de ces réalités. Je pense qu'à la place de la responsabilité, il faut remplacer la bonne foi. La bonne foi. Il faut recourir à la bonne foi des journalistes qui comprend. Il sourit, il sait le pourquoi. Il comprend que quand je fais ce travail, il y a le public à qui je dois servir en premier. Dans ces publics-là, il y a les enfants, il y a les intellectuels, il y a les non-intellectuels. Alors, il faut choisir ce que nous devons présenter
pour que nous ne tentons pas aller vers la dépravation. Mais dans la bonne foi, rien n'est réglementé. C'est ça le danger. Mais oui, la réglementation vient de qui? Ce n'est pas à nous de réglementer. C'est à l'État encore. Mais là, l'État vous dit en temps de guerre, voici comment vous devez faire votre travail. Et en temps de guerre, comment l'État lui fait pour encadrer les médias? Est-ce que devons-nous y passer outre? Non, on ne passe pas outre. C'est pourquoi je vous appelle à la bonne foi. La bonne foi, c'est-à-dire que vous non plus, vous n'allez pas mourir et le métier non plus ne mourra pas. C'est-à-dire que nous allons trouver un juste milieu qui nous permettra tous d'exister. Parce que si nous n'existons pas, nous allons disparaître. Et si nous disparaissons, à ce moment-là, on ne parlera plus non plus de la profession et du métier. Il y a les métiers parce qu'il y a les journalistes. Et il faut tenir compte que les journalistes, là aussi, c'est un citoyen, c'est un homme, il a des besoins. Et ces besoins-là lui exigent d'abord qu'il existe d'abord avant d'exercer la profession. Par la bonne foi, j'ai fait allusion à ce qu'il doit trouver les mécanismes d'avoir les moyens de sa politique pour exister et aussi de ne pas tuer la profession qu'il a dans son sang, qu'il a dans sa chair, qu'il a apprise. Alors, permettez que je vous relance. Je vous oppose les faits. Par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, par exemple. Si l'une des villes venait à passer sous le contrôle des rebelles du M23, qui équiment les richesses à foison dont dispose la RDC, nous, médias, qui émettons sur l'ensemble du territoire national, comment devons-nous traiter cette information avant de la diffuser? Devons-nous, de manière sèche et crue, annoncer la chute des villes ou parler de l'avancée du M23, ou la responsabilité citoyenne à ce moment-là nous oblige de bien faire les choses, de sorte de ne pas créer la psychose à travers ce que nous disons à l'antenne? La différence entre un journaliste et un avocat, c'est au niveau de la vérité. L'avocat a l'obligation de moyens et non de résultats, mais je pense que le journaliste, lui, a l'obligation de résultats. Dans quel sens? Dans le sens que je ne dois pas venir dire à mon public une contre-vérité. Je ne dois pas venir diffuser des mensonges. Ce que ma profession me demande, c'est n'est vrai ou n'est une bonne information que ce qui a été préalablement vérifié. Du moment où mes sources me confirment que la ville vient de tomber, M. Gédéon Atibou, la profession m'oblige de vérifier, de contre-vérifier l'information. Si tel est le cas, je dirai à mon public, la ville a tombé. Et la ville a tombé, et c'est ça la vérité. Vous verrez, le fait de ne pas dire que la ville a tombé, aujourd'hui les gens oublient. Nous sommes dans l'ère numérique. Ce n'est plus l'ère où les journalistes viennent dire « Bonjour mesdames et messieurs, voici ce qu'on représente l'actualité ». C'est faux. Aujourd'hui, l'information va... Nous ne nous arrêtons pas seulement dans les 6 questions de référence de traitement de l'information. Les qui, le quoi, les quand, le où, le comment et le pourquoi. Aujourd'hui, il y a une 7e question qui vient s'ajouter, le so what. Et après. C'est-à-dire que la personne lui-même, le public, à son niveau, avec son téléphone, avec son smartphone, il a déjà l'information. Il sait que la ville venait de tomber. Toi, tu lui dis que la ville ne tombe pas. Quelle est alors la crédibilité de ces médias-là qui viennent tenir un tel propos? Alors, tenez compte aussi que ces gens-là ont déjà des brides d'information ou ils ont déjà quelque chose qui s'apparente à l'information. Quand vous venez devant lui, il faut apporter de la profondeur, il faut apporter de l'analyse, il faut apporter des éléments complémentaires. Vous relevez la question des survies de médias ou de la concurrence de médias face à l'explosion de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand sur les réseaux sociaux, on sait communiquer d'avance, est-ce le média, à ce moment-là, quelles seraient ou devraient être les attitudes? Garder silence alors que l'info est déjà sur la toile, ou on fait comment? C'est la difficulté aujourd'hui qu'a le média traditionnel. Vous savez, il y a parfois la presse écrite aujourd'hui qui souffre avec les médias en ligne. Pourquoi? Donc la presse imprimée, la presse papier, aujourd'hui ça souffre. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler avec la vitesse de l'information. Il faut travailler avec la vitesse de la technologie aujourd'hui. Si vous ne tenez pas compte de ces paramètres, alors vous allez rester en déphasage. Et rester en déphasage veut dire que vous risquerez de mourir ou vous risquerez de disparaître. Donc nous avons tout intérêt de nous adapter, de nous actualiser et de tenir compte de tous ces paramètres pour évoluer avec. Alors, dans ces contextes-là, nous avons tout intérêt de savoir que celui qui a déjà l'information en premier, parfois bien avant que le journaliste n'arrive, les journalistes doivent se mettre à la place du public et comprendre que quand je viens me présenter devant ce public-là, qui est déjà à la limite savant, parce que si vous évoquez aussi la théorie du double étage de Paul Félix Lazasfeld et Lukács, ils vous disent que
c'est lui qui reçoit l'information en premier et donne à quelqu'un d'autre. Donc, il y a, le double étage et celui-là transmet l'information. Et l'information sur qui il y a la chaîne d'information. Et vous, quand vous venez à ce moment-là, que les gens ont déjà leurs informations qui se sont déjà propagées, vous avez tout intérêt de pouvoir comprendre qu'est-ce que je viens de dire. Qui vient apporter en plus la plus-value de l'information. Donc aujourd'hui, les journalistes doivent travailler sur la plus-value de l'information. Je pense que venir dire que la ville n'est pas tombée alors que la ville est tombée, je fais le choix de la responsabilité. Là, ce n'est pas de bonne foi pour ne pas plaire, pour plaire à M. Philippe, de dire la vérité après la vérification. Merci. Excusez-moi. En 30 secondes, pas la parole. Vous allez comprendre que... non, moi je croyais qu'il allait me contredire. Mais il vient de relever une question assez capitale. Je veux venir la sur survie ça. des médias face à l'explosion, à la circulation exponentielle. Je vais revenir sur ça. Mais d'abord, il parle de l'État doit mettre le moyen. Comme quoi, seul moyen qu'il voit, c'est le moyen financier. Donc l'État, vous ouvrez votre chaîne de télé, vous ouvrez votre radio, l'État commence à vous donner l'argent. C'est ça. Sans critères, sans... Je vais aussi parler de la légifération, je pense que... Ok, donc la légifération aussi, mais l'État d'abord prend, il met en place les textes, sans vous couper, il met en place les textes et il met les conditions. De professionnels des médias. Okay? Parce que c'est à nous de savoir aussi encadrer notre média. Qui est journaliste aujourd'hui? Qui appelle-t-on journaliste aujourd'hui? C'est tout celui qui a son petit micro, tout celui qui a sa petite caméra, qui se met derrière devant le mur de sa maison et commence à parler. Il a une chaîne YouTube. Nous devons faire un peu comme les avocats. J'ai relevé ici le fait que le journaliste, c'est celui qui vit de la collecte, du traitement de l'information et de la diffusion de l'information. Lorsque vous parlez d'une ville qui tombe et qu'il faut non, ne diffusez pas. Moi, je suis parmi ceux qui se sont opposés à la décision du CESAC, nous interdisant de ne pas dire que la ville est tombée. Non, il faut dire que la ville est tombée parce que ça préserve aussi la vie des gens. Quelqu'un risquerait de voyager, d'effectuer un voyage vers une zone qui est déjà sous contrôle de l'ennemi, parce que les médias n'en ont pas parlé. Qui profiter maintenant de cette décision. Cette décision profite justement à l'ennemi, mais c'est contre le peuple. Maintenant, la question du traitement de l'information, là où c'est très important, parce que le journaliste est différent du chroniqueur. Et moi, je constate que chez nous, ici, il y a trop de chroniqueurs que de journalistes. Parce que le journaliste, lui, traite l'information suivant l'angle, suivant un angle bien précis. Okay? Lorsqu'une ville tombe, moi, je peux prendre l'angle de conséquences sur la population. Okay? Aujourd'hui, lorsqu'une ville tombe, quelle sera la situation de la population qui est prise entre deux feux? Le feu de l'armée régulière et le feu de la rébellion. Comment la population va s'en sortir? Quelles sont les conséquences de la chute de cette ville dans la population? Moi, j'analyse. Je prends un angle. L'autre va prendre l'angle peut-être de la décision qui a été prise au niveau de l'armée de faire un recul stratégique, comme on l'appelle ici. Quelqu'un va, un autre média va aller dans ce sens-là. Mais pour les publics sait seulement que non, la ville est tombée. Est-ce qu'avons-nous de médias spécialisés pour ce genre de questions? Excusez-moi, nous comme médias, nous venons apporter, j'ai bien aimé le terme, le plus-value. Et c'est que nous, on dit chez nous, en Kiosque d'Afrique, l'actualité au-delà des titres. Au-delà des titres. Donc, à part ce que vous connaissez, vous avez appris dans le titre, ok, en termes d'information brute, voilà maintenant les angles, les différents angles. Et nous, dans nos textes, dans nos articles particulièrement, nous ne manquons pas de mentionner l'aspect concernant l'intérêt de la population. Parce que nous pensons qu'en ces temps de guerre, il est toujours important de signaler et aux autorités et à la communauté internationale les conséquences que subissent la population. La question de l'audimat, cher Nono. Nous devons passer à autre chose. En parlant de la publicité, il a parlé de la question de l'audimat. L'audimat, ce n'est pas l'affaire de l'État. C'est l'entreprise qui veut se lancer dans la publicité qui évalue l'audimat du média dans lequel il va mettre la publicité. J'ai donné un cas. Vous comprenez? Donc, si chez nous, déjà, il n'y a pas des institutions qui sont aussi un secteur d'entreprise d'investissement. Il n'y a pas des institutions qui nous font des audimats, qui peuvent nous dire non, tel média est suivi à telle hauteur. Aujourd'hui, ça peut dégager parce que avec, par exemple, YouTube, tu peux aller dedans et voir que telle chaîne est suivie ou pas. Suivi par autant de personnes. Maintenant, moi, je suis pas dans l'audimat. Moi, je suis même dans la fixation du prix de la publicité. Qui détermine le prix de la publicité? Ce n'est pas les médias, c'est l'entreprise. Mais que dit la loi quant à ça? C'est l'annonceur. Non, ça veut dire que la loi ne peut pas dire que c'est aux médias de fixer les prix. Mais merci. Tout naturellement, lorsque moi je viens, excusez-moi, tout naturellement, une seconde s'il vous plaît. Tout naturellement, lorsque moi je viens chez vous
solliciter un service, c'est à vous de me fixer les prix. Merci. Mais à partir du moment où moi, je sais que je suis dans une position de force plus que vous, je vous impose mon prix. C'est la loi de la demande et de l'offre qui se joue là, et disons, primée par la concurrence. Oui, en 2 minutes, vous allez chuter. Que reste-t-il alors de la crédibilité de nos médias face aux médias étrangers ou face à ce que représente aujourd'hui la toile ou les réseaux sociaux? Moi, je pense que c'est de bonnes guerres. Cette concurrence-là continuera toujours à exister tant que les médias étrangers ou les médias internationaux continueront d'exister et nous, les médias nationaux aussi. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est que nous devons comprendre que nous ne devons pas disparaître. Parce que de l'autre côté, il y a un peu beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus d'outils et plus que nous. Alors, nous avons tout intérêt. Vous allez même constater que même de par nos autorités, s'il veut s'exprimer, il réserve la primaire de son interview à un média étranger. Et nous autres, nous défendons des médias de relais. La théorie des 3C. Voilà. Ah, on est battu à plat de couture. Exactement. Le canal, la cible, le contenu. Le contenu. Alors, ils ont tout intérêt à pouvoir comprendre que nous, si nous voulons être un État fort, si nous voulons être une puissance demain, nous avons aussi intérêt à garder les médias parce que les médias font partie des éléments de puissance. Il y a même toute une théorie de Harold Laswell qui parle de la toute puissance des médias ou de l'épicure épidermique. Donc, nous avons tout intérêt d'avoir des médias forts, des médias puissants. Et cela fera parler de nous. À l'époque, déjà, la RTNC était appelée le Tam Tam d'Afrique. Est-ce qu'on Il y en a avait même conscience? certains présidents africains, avant de dormir, ils étaient dans l'obligation de suivre d'abord la RTNC. Aujourd'hui, en dehors du match de football des Léopards, personne ne suit la RTNC. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, nous devons comprendre que nous avons une menace qui est devant nous, de la disparition. Et on a tout intérêt à comprendre que nous devons faire de notre mieux pour exister. Et ça, nous devons nous donner le moyen de le faire. Oui, avoir des médias crédibles, à même d'arroser toute l'Afrique et même le vieux continent. C'est possible et il faut que le dirigeant puisse en avoir conscience. Les choses que nous disons ici doivent contribuer à la réflexion sur la table. En temps de guerre, on a aussi le front médiatique. Exactement. Qui n'est pas à oublier, à minimiser. C'est une très bonne guerre de l'autre côté. Mais là, qui semble être relégué au second rang. Ils ne comprennent pas. Avec, vous savez, à la Première Guerre mondiale, quand la radio est arrivée, avant c'était les TSF, avec des Motorola et tout ce qui va avec, on pouvait désorienter l'autre camp avec une fausse information et ils vont à côté alors que la cible est ailleurs. Et si vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, avec les numériques, avec les médias, nous avons la capacité de pouvoir désorienter et déplacer même le combat au lieu de rester sur le front de bataille et le combat peut aller au-delà des armes. Et ça, il faut tenir compte que les médias peuvent jouer ce rôle-là. Et si nous avons les moyens, je répète, sans les moyens, on ne pourra pas relever ces défis-là. Très bien dit, cher Mystère Nonokourou. Nous allons ouvrir le sujet. Je crois que pour ce deuxième ou troisième tour de table, chacun de vous aura 3 minutes. On parle du dialogue. Dialogue national ou dialogue de sourds, l'opposition dans son ensemble semble rejeter l'offre proposée par le président Félix Tshisekedi, toute l'opposition non armée, je dirais, s'est insurgée contre cette déclaration ou sortie médiatique du chef de l'État qui veut garder la mainmise de cette initiative. Alors, la principale question, c'est de savoir quels sont les enjeux autour du type de dialogue annoncé par le président Félix Tshisekedi. Je préfère commencer par vous, Nonokourou. On parle du dialogue et le dialogue national inclusif. Sommes-nous en route? Est-ce que les ingrédients sont réunis? Ou on assiste à une forme de méfiance totale entre les camps? Oui, il y a déjà de la méfiance, mais il ne faudra pas que l'on veille d'une chose et de son contraire. Par là, je fais allusion au premier d'entre nous tous, qui est le président de la République, qui est une institution qui doit rester au-dessus de la mêlée, parce que, par-dessus tout, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de pouvoir dire aux Congolais, voici le mandat que vous m'avez donné, qu'est-ce que j'en ai fait? Le président de la République prend parole devant les corps diplomatiques. Il répond par rapport à ce que son homologue angolais, João Lourenço, lui aurait dit par rapport au dialogue.
L'un des sujets d'actualité en RDC. L'un des sujets d'actualité en RDC. Parce que nous en avons besoin, ces dialogues-là, c'est important. Là, je parle, nous, comme société civile. Donc, les médias font partie de la société civile. Exactement, il ne faut pas nous exclure parce que ces dialogues-là est important et nous en avons besoin pour la paix. Alors, le président de la République prend parole, presque dans le même contexte que son homologue. Lui également a parlé devant les corps diplomatiques et lui également choisi l'occasion pour s'exprimer. Il dit qu'il veut d'un dialogue inclusif, mais en même temps, il exclut. Il dit, certains ne prendront pas part, ceux qui n'ont pas condamné, ceux qui ont choisi les armes, les rebelles, ainsi de suite. Alors, si tel est le cas, si nous devons aller dans la logique telle que les principes présentés ou posés par le président de la République, c'est que nous n'aurons pas résolu les problèmes. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous voulons dire les choses pour plaire à X ou Y, mais nous voulons résoudre un problème et ça, nous devons nous regarder droit dans les yeux. Si le président de la République considère que Martin Fayoulou, les autres acteurs, Moïse Katumbi, Délice Sanga, pour ne citer que ceux-là, doivent venir autour de lui, discuter autour de la question et sortir un gouvernement et puis on prétendra qu'on a résolu la crise. Ça aura résolu la crise? Je ne pense pas. Je pense qu'on aurait donné des postes aux gens sans toucher le fond du problème qui nous guette à ces moments. Et pour ça, il faut avoir le courage comme président de la République. Ici, je ne veux pas vanter Joseph Kabila, mais je vais dire que Kabila avait quand même montré du courage à l'époque pour en aboutir au 1+4. Le pays était pratiquement déchiré. Mais c'était par les dialogues qu'on a fait taire aux armes et que nous sommes venus autour d'une table, on a résolu les problèmes. Ça fait partie de notre ADN des dialogues, ça fait partie de notre ADN des discussions. Le président de la République a tout intérêt d'appeler tout le monde autour de la table. Que chacun essaye quand même de mettre de côté un peu de son ego et qu'on essaye chacun de mettre un peu d'eau dans son vin. Je pense que nous allons nous regarder. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de l'inimitié en politique. C'est de l'adversité qui peut s'accepter. Du reste, nous avons tout intérêt de nous regarder, de nous mettre tous ensemble autour d'une table pour évoquer de la question sans embâche et sans détour. Est-ce que le président n'a-t-il pas raison? Comment pouvons-nous accepter, dialoguer avec ceux qui ont pris les armes contre la République? Est-ce que ce ne serait pas une manière pour nous de capituler et une manière de blanchir, les légitimer les actes et au risque de s'inscrire dans une section de rébellion pour après le ténor vont réclamer un dialogue pour leur positionnement? Mais je ne pense pas. Si tel est le cas, c'est qu'il l'aurait déjà fait. Parce qu'à Doha, on a pris langue avec les rebelles, avec ceux que nous avons qualifiés hier des terroristes. Donc on a déjà accepté de parler avec ceux qui ont pris les armes. Ce n'est pas autour d'une table, tous les Congolais réunis, que nous allons maintenant nous réunir, que nous n'avons pas pris langue avec ces gens-là. Ça, c'est un fait. Les communiqués même passés à la RTNC, que les uns les autres se sont mis d'accord, que nous pourrions marcher sur la même voie. Alors, je pense qu'à ce stade, si nous voulons résoudre la question, si nous voulons résoudre la crise, il revient au président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions, de rester au-dessus de la mêlée. Parce qu'après ces discussions-là, il reviendra à lui d'entériner ce qu'il en sortira. Alors, pourquoi alors? Je pense que tout simplement, si vous analysez bien, M. Gédéon Atibou, vous allez vous rendre compte que c'était un jeu de gain de temps. Le président de la République est tout à fait d'accord. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il a laissé l'ouverture. Il y aura bel et bien un dialogue. Mais il pense que pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Mais il finira. Il avait dit un dialogue s'il y en aura à ces conditions. À ces conditions, mais vous pensez, avec les conditions qu'il aura fixées. Mais c'est qu'il ne veut pas de dialogue. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'on ne veut pas d'une chose et de son contraire. Est-ce que ce n'est pas à lui de fixer les conditions de ces dialogues-là. C'est plutôt à lui de favoriser le contexte de ces dialogues. Je pense que comme président favoriser les contextes. Il a intérêt à favoriser parce qu'il s'agit de son mandat. Il s'agit de lui qui a la destination de tous les Congolais. Alors il a intérêt à pouvoir nous mener à bon port. Parce que si lui refuse des dialogues à ce stade, quelle est la situation de nos frères qui vivent à Goma? Quelle est la situation de nos frères qui vivent à Bukavu? Est-ce que lui, on est en négociation avec la FC23 à Doha. Est-ce que les négociations de Doha aboutiront-elles forcément à un partage de pouvoir, à un partage de responsabilités, à l'intégration de certains visages au sein des institutions? Ne nous voilons pas la face, M. Gédéon Atibou. À Doha, déjà, ça va accoucher d'une souris, ça c'est clair. Il ne se supporte même pas là-bas. Il y avait 8 protocoles qui devraient normalement mettre en place pour faire avancer le processus. Ils en sont qu'à 2. Et jusque-là, la machine bloque. Rien n'évolue. Et qu'est-ce qui rassure qu'avec les dialogues,
on saurait relancer la machine et aboutir à quelque chose. Je pense qu'avec Si les déjà, dialogues, moi, ça- ça patine. avec les dialogues, ça va aller. Et ça va même à l'avantage du président de la République. Parce que c'est que la FCM 23 présente à Doha, si nous sommes tous autour de la même table, vous verrez, au lieu que le président de la République ou encore les camps du pouvoir soient les contradicteurs des rebelles, ça peut être l'opposition non armée qui peut contredire des rebelles, que vous en demandez de trop, alors vous en voulez de trop, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir prétendre avoir le contrôle de tout. Il ne suffit pas que si vous avez touché des armes aujourd'hui, vous allez avoir la prétention de pouvoir contrôler la nation, exiger qu'on vous donne tout ce que vous voulez. Alors, si nous aimons le Congo, mettons le Congo au devant de tout. Alors, essayons quand même de revoir chacun, comme on dit, dans un dialogue, dans la théorie des négociations, il faut faire le compromis. C'est que chacun devra faire des concessions, chacun devra faire perdre quelque chose pour en gagner quelque chose. Donc, nous avons tout intérêt de nous réunir autour de la table. Je pense que le président de la République, ce sera lui les grands gagnants de ces dialogues. Et il n'a pas à faire des caprices, parce que les caprices, il n'a qu'à laisser à Mbosso, à Bati, à Lutundula, aux gens de l'Union sacrée. Mais lui, comme président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, il a tout intérêt à pouvoir rester au-dessus de la mêlée. Qu'il laisse faire les dialogues. C'est à lui qu'on apportera des recommandations. Il appréciera. Vous avez parlé de l'agenda du président de la République ou d'élanger autour de ce dialogue, temporiser, gagner plus en temps. Et comment faire face à... lorsqu'on s'oppose à plusieurs agendas? Comment faire pour arrondir les angles et aplanir les divergences pourvu qu'on arrive à ces dialogues tant voulus? Moi, je pense que ce ne sont que des caprices des uns des autres. Ils finiront. Les dialogues aujourd'hui, c'est encore une nécessité, mais je pense que ça deviendra un impératif dans un futur proche. Pour l'instant, il ne l'est pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi vous voyez des caprices des uns des autres. Si nous franchissons la barre 2027, et que la CENI, déjà, les deux confessions religieuses, la CENCO et l'ECC, ne s'entendent presque pas, ils ne sont pas en odeur de sainteté avec les 6 autres confessions religieuses. Nous allons connaître le même cas Ronsard Malonda, nous allons connaître le même cas Denis Kadima. Ils ne se mettront pas d'accord. Et la crise commencera encore proprement dit là-bas. Et vous verrez comment l'Église catholique va entrer en danse. Et à ce moment-là, je pense que ce ne serait pas profitable pour le président de la République avec la déstabilisation de l'Est et que nous ayons encore la déstabilisation en interne. Ce n'est pas prudent pour lui. Je pense que gouverner, c'est prévoir. Il a tout intérêt à anticiper la crise au lieu qu'on en arrive là, ce qui ne sera pas bon. Merci beaucoup, Nono Kourou. Philippe Kazadi, vous avez le même temps d'antenne pour argumenter sur cette question. C'est moi qui ai le chrono avec moi, ne vous en faites pas. Pour argumenter sur cette question de dialogue, c'est quoi l'enjeu autour de ces dialogues? Première question. Et en suivant le président de la République, est-ce qu'il fait de l'exclusion ou un appel à la responsabilité? Responsabilité à ceux qui seraient assimilés ou qui seraient acquis à la cause de Kagame, par exemple. Moi, je crois que, contrairement peut-être à Nono Kourou, le dialogue a déjà commencé. Le dialogue a déjà commencé et il est inclusif. Parce que le président angolais João Lourenço, qui joue quasiment le rôle de médiateur, a reçu toutes les parties et sûrement il a les cahiers des charges. Ce ne sera plus la CENCO et l'ECC. Non. Je postule d'abord à ce niveau-là. Donc, au niveau du président angolais, connaissant déjà le cahier des charges des uns des autres, il peut déjà voir dans quelle mesure rapprocher les vues sur des sujets qui les divergent profondément. Donc, ce dialogue inclusif aura effectivement lieu. Et je sais que effectivement, je partage l'avis de Nono. Quand le président le voudra. Parce qu'il a déjà dit. Donc, nous sommes suspendus à sa volonté. Oui, nous sommes suspendus à la volonté du président de la République. Est-ce que c'est pris? Donc, si le Congolais souffre à Goma, c'est lui le responsable. Non, j'ai dit nous sommes suspendus à la volonté du président de la République pour que les dialogues se tiennent, dialogue qui est perçu comme une solution à cette crise. Et moi, pas comme une solution, comme l'un des moyens. Moi, pour arriver à cette solution. Je suis très mal à l'aise de me mettre à la peau du chef de l'État et me retrouver comme étant un obstacle à la paix. Ça, je ne supporte pas.
Parce que quasiment au niveau de la communauté nationale et internationale, c'est acquis que le dialogue, que la paix passera par le dialogue. Mais pourquoi le dialogue traîne? Et le chef de l'État a déjà déclaré qu'il n'y aura pas le dialogue en dehors de son initiative. Et on sait que c'est vrai. Les Congolais ne se réuniront pas sans que lui n'ait donné le go. Comment tout cela va-t-il s'organiser? Va-t-il être juge et parti? Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de dialogue, donc c'est le chef de l'État qui bloque le dialogue. Il endossera la responsabilité. Justement, il sait qu'il endossera la responsabilité parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors de son initiative. Et tant que l'initiative n'est pas encore prise et que de l'autre côté, il n'y a pas aussi dialogue, donc c'est lui qui est le responsable de ça. C'est un raisonnement simple pour comprendre ça. Mais moi, je pense que maintenant, par rapport aux conditions devant le corps diplomatique, que le président soulevait, je crois que cette communication, ou appel à la responsabilité. Cette communication est allée au-delà des corps diplomatiques. C'est une communication qui a visé l'opposition, la communauté nationale, pas internationale. Parce qu'au niveau de la communauté internationale, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, que ce soit en Angola, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit, c'est pas à quel niveau il y a eu une certaine initiative pour décanter la crise en RDC, on a parlé de la nécessité d'un dialogue inclusif. Maintenant, il n'y a qu'au niveau national qu'il y a des sceptiques, qu'il y a certaines politiques ou certaines tendances politiques qui disent non, pas de dialogue avec, par exemple, ceux qui ont touché aux armes. Mais moi, je pose la question. C'est une bonne position de dire non, ceux qui ont tué les Congolais, on ne peut pas discuter avec eux. C'est une bonne position, une position patriotique, je peux le dire. Mais cette position, ça cristallise toute une idéologie politique et ça doit aller au-delà même de considérations de mandat des chefs de l'État. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, dans le gouvernement ou dans l'union sacrée, nous avons des anciens rebelles qui ont aussi tué. Donc les Congolais qui sont morts hier là, sont-ils moins Congolais que ceux qui sont morts aujourd'hui? C'est-à-dire quoi exactement? La volonté de ne pas manger autour d'une table, coaliser avec ceux qui ont tué les Congolais, doit être transversale. Cette volonté doit être transversale. Ça ne doit pas être une volonté sélective. Non, tu as tué les Congolais, je mange avec toi, l'autre a tué les Congolais, je ne mange pas avec lui. Non, ce sont tous des Congolais qui sont morts. Donc s'il faut que cette volonté se manifeste, alors il faut faire preuve de cohérence. Il faut faire preuve de cohérence politique et idéologique. À tous les niveaux. Et à l'égard de tous les partenaires. Ce n'est pas que celui qui vous sert, même s'il a tué les Congolais, c'est bon. Et celui qui ne vous sert pas, parce qu'il a tué les Congolais, il est mauvais. On sait comment cette union sacrée a et les membres qui la composent ont été un maillon fort pour la réélection du chef de l'État en 2023. Peu importe la force qu'ils ont apportée à la création de l'union sacrée, mais il reste de tueurs des Congolais. Donc, si je rentre dans votre logique, ça signifie que pour nos intérêts politiques, nous acceptons de coaliser même avec ceux qui ont tué nos Congolais. Non. Donc si on veut, pour que cet argument-là tienne, on doit voir son application déjà avec ceux qui ont tué les Congolais et qui sont au gouvernement. Ils doivent partir. Il faut les chasser. Ou ils doivent être devant la justice pour payer de leurs actes. Est-ce que ceci ne doit pas être décidé lors du dialogue? Est-ce que Sun City avait réussi à poser les bases du genre? Sun City nous a produit une constitution, nous a produit en tout cas une stabilité institutionnelle et sur laquelle plutôt on pouvait maintenant partir des bons pieds pour lancer le développement du pays. Mais voilà, on retourne encore à la situation quasiment de 2001. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'est le si vous fustigez le fait que certains Congolais ont pris les armes, ils se sont alliés au Rwanda, eh bien, maintenant, il y a ceux qui nous suivent. Il y a eu un problème de gouvernance qui ne nous a pas mis en état de pouvoir continuer à lutter de l'interne. Il y a ceux qui nous suivent qui voudraient peut-être savoir, mais les dialogues là, pour parler de quoi? De quoi va-t-on parler dans ces dialogues? Des termes de référence. Oui, ils seront sûrement définis. Ça, c'est très important. C'est un prochain... On dit dialogue, il faut dialoguer avec les Nangas, il faut dialoguer avec tout le monde, ok?
Les Congolais doivent se parler. Les causes profondes. De quoi doivent parler les Congolais? Parler de causes profondes. Alors, s'il s'agit de... Tout le monde est unanime. S'il faut parler de causes profondes de quoi? De la crise. Moi, je pense que parmi les causes profondes, il y a la faiblesse de l'armée et de services de sécurité. Si nous avions une armée dissuasive, une armée efficace et des services de sécurité efficaces, on n'aurait pas connu des rébellions. Parce qu'à chaque fois, les services de sécurité pouvaient anticiper les actions et nos frontières ne seraient pas aussi poreuses. Là, ça met les dirigeants devant leurs responsabilités. Ah ben justement, ça doit être un dialogue de remise en cause replacer chacun devant ses responsabilités. Du leadership politique congolais. Ok? Parce que je connais un vieux qui m'a dit un jour que, vous voyez, la plupart des politiques congolais que tu vois ici, s'ils arrivent même au Sénégal, ils arrêteront de faire la politique. Ils cesseront de faire la politique. Merci beaucoup. Parce que vous avez suivi quelqu'un dire, non, il est Kabila de sang, ok? Et les jours, il va régner le kabylisme, il arrête avec la politique. Quelques années après, il dit non, les 100 là, c'est vous qui ajoutez, monsieur le juge. Moi, je n'ai pas dit que j'étais kabiliste des 100. Mais au moins, il reconnaît qu'il était kabiliste. Et aujourd'hui, il devient chiséguédiste. Vous comprenez? Donc, c'est cette racaille-là de la classe politique qu'il faut voir, qu'il faut extirper par des règles. C'est-à-dire, les règles du jeu convenues ensemble va faire en sorte que la racaille puisse partir. Malheureusement, c'est toujours la même racaille. Il faut qui va définir les mêmes règles. Non, aujourd'hui, nous ferons qu'est-ce pour subir. Aujourd'hui, le président de la République a toute la possibilité du monde de pouvoir extirper de la classe politique toute la racaille. Il en a le moyen. Parce qu'il est président de la République. Et lorsqu'il veut convoquer les dialogues, il peut déjà, influencer les conclusions de ces dialogues pour que finalement on puisse arriver à nettoyer la classe politique. Merci beaucoup. La construction, excusez-moi, et notre vous avez pris assez de temps. J'ai parlé moins que non, je comprends le fanatisme. Pas du tout. Mais laissez-moi parler, non. Il y a la question aussi de la construction d'un État véritable. Chez nous, vous avez quasiment l'impression qu'il n'y a pas l'État parce que l'administration publique est défaillante, les services de l'État sont défaillants. Vous voyez comment, même au niveau de la province, comment le gouverneur peine pour faire payer comment ils appellent? Mais ce sont des discussions de fonds qui devraient être mais non, c'est-à-dire que les personnes qui se demandent de quoi va-t-on parler dans le dialogue, je suis en train de donner les thématiques sont là. Le matière, mais quand vous parlez aux politiques, eux, ils ne voient que le partage de postes. Merci. Alors, il y a une soif qu'il faut étancher ici, c'est que chaque camp politique est en train de se battre pour sa survie politique. On le verra bien. Il faut qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là, ou qu'ils arrivent à résoudre ces problèmes par un dialogue. Comment Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Katumbi, Fayoulou, tout acteur politique confondu, survivra politiquement, après les dialogues. Merci. C'est ça la question. Merci. On va le voir, puisque ici à Kinshasa, les temps montent d'un cran et on fait tout un réquisitoire contre l'ancien chef de l'État et même ceux-là qui ont traversé avec armes et bagages pour rejoindre l'Union sacrée. N'hésitez pas à charger l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Mais qu'en est-il de son sort? Serait-il favorable à ces dialogues selon le format du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? On va observer une pause avec cette vidéo d'un lieutenant du président Joseph Kabila. C'est lui qui chantait à la gloire de l'ancien président. Aujourd'hui, il est devenu plus tshisekediste que Kabouya, tshisekediste pur et dur. On l'écoute, on revient pour les analyses. Ceux qui pensent que les Congolais vont user la Kabila, retour à Kabila, les Congolais vont user. Ngai na okota na débat on te. Na okota na débat on te. Nga na yebi ke ngai na yebi ke président Kabila azana makambo na justice. Na yebi yango. Kaza condamné. Akoko se représenter les sous-soutés. Donc ceux qui attendent peut-être bon na yebi te na ndenge na bango. Mais ngai na yebi sio que il y a pas de péché. Ce qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République
à continuer. Donc, so bache Tshisekedi, bache Kabila, oponi Tshisekedi. Siko Tshisekedi nde. Kolo makambo mwana mboka. Mwana mboka. Ah, papa. Willy a Tshisekedi. Willy a Tshisekedi. Mwana mboka. De père et de mère tozana yao. Bato même nde nazolo baba zoka moi. Mais c'est ça, okoka mwetali yo. Ata okamu etali yo. Yoko na lobi. Na chwapa bazoka mote po bayebi. Batinda kinga na loba bongo. Chwapa balobi loba. Oza pami bato baloba ke Kabila bomaki mboko Tshisekedi da sekusi mboko. Mutuna mutazana interprétation na yo. Mutuna mutazana interprétation na yo. Mais président Tshisekedi a sali musala mingi. Kabila bomaki mboko Tshisekedi a sekusi. Soki président Tshisekedi a sali 18 ans. Hein? Ah, en tout cas, yo tala na Kinshasa seulement. Tala kaka na Kinshasa. Tango misala oye cause. Oyebi douleur et enfantement. Moi si soka zana zemi. Hein? Azo boka basoi, azo souffrir, tout ça. Ma pose à basi. Voilà. Willy Bakonga, Nononkuru. Je vais vous ajouter un peu plus de minutes par rapport à votre dernière prise de parole. Vous devez le supporter. Hein. Lui, c'est un éditorialiste. Je précise d'abord que Willy Bakonga, c'est un immoral. Oh. Oui, ça c'est un point. Je n'ai pas encore posé ma question. C'est un point, je reviens. Le premier point, c'est un immoral. Je n'ai pas encore posé ma question. On va d'abord souligner en gras. Après, je reviens sur Willy Bakonga, mais je ramasse rapidement une préoccupation très très importante par rapport à ce qu'a dit Philippe tantôt. Les dialogues. De quoi allons-nous parler? Les matières à discussion. S'il faut parler de l'armée, de la réorganisation de l'armée, comment avoir une armée dissuasive, une armée à même de mettre fin à toute agression ou à toute velléité qui viendrait, je sais moi où, je ne pense pas qu'au travers de ces politiques, à la limite pourries, en tout cas, je mesure les termes, qui sortiraient des résolutions qui pourries, pourquoi ils n'ont plus de solution au problème du Congo? Ils n'en ont jamais eu. Ils sont arrivés à leur date d'opération. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs petites personnes. Ils ne peuvent pas penser au Congo grand et à la grandeur qui nous attend tous, tel que nous le disons dans notre hymne national. Alors, il faut avoir deux niveaux de dialogue. Un dialogue pour assoupir les appétits de ces gens qui veulent se positionner pour leur vie et leurs enfants et leurs familles. On va résoudre leurs problèmes. Ça, c'est inévitable. Sinon, les armes vont continuer et les balles vont continuer à crépiter de l'autre côté. Le bruit des bottes vont continuer. À ceux-là, nous allons les assoupir, leurs appétits, ils n'ont qu'à se calmer. Ils vont avoir leur dialogue comme ils en ont l'habitude. Il faut leur donner. Mais il faut aussi réfléchir comment mettre en place un mécanisme pour que la racaille ne revienne plus jamais. Mosengo est mort, mais il nous a dit qu'il y avait des médiocres. Et je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons quitté de la médiocrité à la racaille. Et ça, c'est dangereux. Nous devons y réfléchir. Ça dépend de où l'on se trouve. Hein? Ce n'est pas ce que vous direz, par exemple, Willy Bakonga aujourd'hui, qui pense que la République c'est contre mieux. C'est un immoral, je reviens à lui. Laisse-moi dire d'abord des choses importantes. Comment on peut être aussi sérieux pour parler de Willy Bakonga? Qu'est-ce qu'il représente, lui? Dans un pays normal, on crée des corbeilles et on les met dedans. On ne peut pas parler de lui. Ça, c'est leur donner beaucoup d'importance alors qu'il ne représente plus rien. Laissez-moi finir de l'expression. Non, Willy Bakonga ne peut plus jouir de la liberté du moment où il a eu l'opportunité de... Veut qu'il puisse avoir droit au chapitre. Quel droit? Quel droit? Les médiocres ne peuvent plus avoir droit quand le Congo sera beaucoup plus sérieux et debout. Vous verrez. Aussitôt que vous êtes listé médiocre, on vous met de côté. On n'a plus besoin de vous. C'est comme ça que nous allons construire les grands Congos. Comment le faire pour remettre toute cette racaille de côté? Oui, laissez-moi d'abord finir. La racaille, j'ai dit, il faut leur donner leur dialogue de racaille. Quand ils finiront leur racaillerie, si ça se dit, passez-moi l'expression, nous allons revenir maintenant au vrai dialogue, où les Congolais consciencieux vont discuter de la question d'État. Avec qui? Autour de la table. On va choisir la crème. On va prendre les scientifiques, on va prendre les sociologues, on va prendre les politologues, on va prendre les juristes, on va prendre toutes les disciplines. Qu'on propose les CC et la CENCO.
C'est vrai dialogue, c'est celui-là. Et ça, les politiques ne voudront pas. Vous verrez les gens de l'Union sacrée... L'opposition dans son ensemble est d'accord avec un dialogue sous l'égide de la Senko et CC. Non. Mais le président ne faites pas semble confiance, déjà les avoir ne exclus. faites pas confiance aux acteurs politiques. Ici, je fais allusion et à l'opposition et à l'Union sacrée. C'est le foufou des mêmes Mbadi. Ils se comportent ainsi parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Là, je parle comme patriote congolais avec la passion du Congo dans le sang. À ceux-là, donnez leur dialogue des racailles, ils en gardent, et nous allons revenir pour faire les vrais dialogues. Et ça, nous devons bénéficier de leur bonne foi, qu'ils nous donnent seulement leur bonne foi, et nous allons mettre en place les vrais dialogues que les Congolais attendent de tous leurs voeux. C'est ces dialogues qui mettront en place les experts de plusieurs domaines, et ceux-là devront réfléchir. Imaginez par exemple, si vous mettez sur la table de ces dialogues ici, comment réorganiser l'armée? Vous amenez un Willy Bakonga pour réfléchir sur l'armée. Il vous pond quoi? L'argent de la gratuité détourné. Il vous pond quoi? J'ai fui pour n'avoir rien fait. Et il revient, il a fait la prison, il est ressorti, on a cherché un directeur de cabinet, un directeur de prison que l'on n'a pas retrouvé, et jusqu'à preuve du contraire, il se déclare de l'Union sacrée et c'est fini. Est-ce que nous sommes sérieux? C'est Gédéon Antibou. Regardons-nous droit dans les yeux. Est-ce que sommes-nous sérieux de nous regarder en face pour parler de ces gens aussi? Willy Bakonga, ce n'est pas un homme de conviction. C'est un médiocre. C'est un immoral. Il ne faut pas parler de lui à la place publique. Et s'il sort comme ça, il a un projet. Il sent déjà que le dialogue est en train de se peaufiner à l'horizon. C'est pourquoi je vous dis qu'il y aura la racaille. Dialogue ou réaménagement technique? Bon, si c'est réaménagement technique, on voudra de lui comme ministre, ça c'est leur affaire. Ils n'ont qu'à compenser comme ils en ont l'habitude de donner aux gens de poste pour ne rien pondre en termes de résultats de ce que le peuple attend. Ça sont des calculs purement politiciens. Il est en train de calculer sur le comment se positionner. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt des Congolais. Il n'a plus rien à donner en termes de recettes, en termes de réflexion, en termes de quelque chose qui pourra nous dire « Ok, il y a un Congolais de sérieux. » Quelqu'un qui a dit hier, pourquoi il n'y a plus d'hommes de conviction dans ce pays? Pourquoi sont-ils devenus des oiseaux rares? Pourquoi nous ne devons pas avoir aujourd'hui un Philippe qui vous dit « Moi, par ma conviction, je suis un centriste, je suis quelqu'un de gauche, je suis quelqu'un de droite, je mourrai ainsi. » Ça s'est fait ailleurs, pourquoi pas ici? Allez. Et vous le verrez, il a été en France, il a fait peut-être des études, mais il revient ici plus médiocre que nous qui sommes des locaux ici. Plus médiocre. Willy Bakonga, en tout cas, je n'ai pas de temps pour lui. Je pense que je pourrais perdre mon temps de parler de quelqu'un qui n'a plus rien à donner à lui-même. Tel que vous le voyez là, il ne croit pas à lui-même. Il a donné son point de vue. Il ne croit pas à lui-même. Il ne croit pas à lui-même. Si vous lui posez la question Bakonga... Au moins, il croit en Félix Tshisekedi. Ah, vous prenez Félix Tshisekedi, du président de la République, comme un naïf. C'est quelqu'un qui connaît, vous savez, il en a donné la recette à Mende. Mende se voyait déjà ministre quand il venait autour de Félix. Mais il a bien géré. Il a temporisé ses ambitions. Aujourd'hui, Mende n'a plus d'ambition. Rien n'est exclu que lors du prochain remaniement, je n'en disconviens pas. Il figurerait. Mais au moins, il a su les gérer. Ils sont venus, ils n'ont rien eu. C'est comme le vieux Lutundu là. On lui a un peu donné, mais à un certain moment, on les gère. Et il reste là sans ambition, il n'a qu'à rester comme ça, et il restera comme ça. Et personne ne plaidera sa cause. Et... On aime bien votre sourire narquois. Je ne veux pas de réplique par rapport à ça. Je te parle là et puis Philippe va conclure. Non, je lui concède mes minutes, mais qui ne réplique pas par rapport à ma chute. Rebondissez sur ce qu'a dit Willy Bakonga. Est-ce que ça fait sérieux la transhumance politique ou tout simplement du réalisme dont il fait preuve? Et aujourd'hui, Kabila serait-il l'un des visages détestés au Congo? C'est un fonds de commerce politique. Kabila est un fonds de commerce politique. Kabila m'a envoyé pour venir adhérer. Écoutez, sont sérieux. Parlons d'abord de choses sérieuses. Comment on appelle ça? Dans le dialogue qui profile à l'horizon, j'ai parlé de la question de l'armée, la question de la construction d'un véritable État, de l'administration publique et des services de l'État, mais il y a aussi la question du processus électoral.
Parce que plusieurs crises naissent de la mauvaise organisation des élections ou sinon de la non-acceptation des résultats. C'est l'aîné du problème. Par tout le monde. Donc ça, il faut vraiment qu'on s'y penche et qu'on discute sérieusement. C'est pas normal qu'après un cycle électoral qu'on attende, non, tel n'était même pas de cette confession, on l'a pris et on l'a mis à la CENI. Donc déjà, cette manière de désigner les présidents de la CENI corrompt tout. Ok, il y a ça. Mais cher Nono, oui, visons l'idéal, mais maîtrisons le réel. Vous dites qu'il y aura, on donne aux médiocres, à la racaille, leur dialogue. Oui, mais après les avoir donné le dialogue, ils se partagent des postes et ils nous dirigent. Donc, ce que j'aurais voulu ici, c'est que nous interpellions les présidents de la République. Il est le seul aujourd'hui qui a la possibilité et la responsabilité de changer la classe politique congolaise. À partir du dialogue, il peut mettre les règles du jeu. Au besoin, il peut même se sacrifier lui-même. Qui n'écoute pas tous ces vautours qui viennent, non, on a égrené autant d'années dans ton mandat, Covid, ainsi de suite. Non, non, monsieur le président. Vous avez la responsabilité et la possibilité énorme de remettre ce pays sur le rail. Et de bonne manière alors. Pour que désormais nous ne venions plus plutôt sur un plateau comme ça et chercher à commenter les sorties médiatiques des gens qui ne valent pas la peine. En tout cas, je ne dirai aucun mot sur Bakonga, rassurez-vous. Est-ce que les signaux sont-ils rassurants? Alors, c'est-à-dire quoi? Au regard de ce que le chef de l'État est en train de faire déjà. Pour que nous ayons des bonnes élections qui soient acceptées de tous, la seule personne qui peut tout jouer pour que ça réussisse, c'est le président de la République. Le président de la République. Parce que s'il met de côté, Félix Tshisekedi est déjà devenu président, il fait 2 mandats, ça fait 10 ans qu'il va être président de la République, il est en train de réaliser des choses dans son mandat, c'est des successions de réalisation d'un président à un autre que le Congo va aller de l'avant. Donc, en laissant à celui qui viendra après lui un Congo meilleur, mieux que celui qu'il a reçu, Joseph Kabila, c'est le Congo qui va gagner et son nom sera inscrit en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Merci. Donc, pour finir, je veux bien qu'il y ait dialogue, je veux bien que la sélection des acteurs politiques qui vont assister à ces dialogues soit rigoureuse, mais le plus important, ce sont les conclusions et qu'est-ce qu'on fera de ces conclusions après. Donc, il faut créer un cadre à la fois juridique, politique et sociologique, institutionnel, pour permettre à ce que les conclusions de l'accord apportent des solutions aux véritables problèmes auxquels notre pays est confronté. Merci beaucoup Philippe Kazadi, éditeur du Kiosque d'Afrique. Et on verra ce que le dialogue nous donnera dans le prochain jour. Et face surtout à la recomposition ou à la composition des forces, oui, il y a des forces qui se recomposent, et les alliances naissent, d'autres alliances sont enterrées. Le cas du très contesté Claude Balanki, qui a rejoint il y a près d'une semaine la rébellion de l'AFC M23. On verra comment tout ça va se passer. Y aura-t-il des transferts, des gens qui vont quitter un camp pour rejoindre l'Union sacrée, pour renforcer les rangs du chef de l'État? Oui, il faut vraiment surtout surveiller ces politiciens, et même sur vos plateaux, c'est important. On a besoin de la nouvelle énergie, et c'est ce qui va faire développer le Congo. Merci à vous d'être venu. Philippe Kazadi, merci à vous. Nono, cours un dernier mot, même à Lingala. Natondio Botondi to Sombitini, makanisi na biso pona Kontomboma Yambo Canabiso, République démocratique du Congo. Nabanzi ezaka toujours un plaisir. Je reprends à mes habitudes, donc n'hésitez pas, si vous réservez une invitation. Ouais, surtout avec de la qualité comme de Philippe. En tout cas, on n'hésitera pas de temps en temps à vous avoir à nos côtés. C'était un plaisir et un bonheur de vous avoir à nos côtés. Merci aussi à vous, Philippe Kazadi, à toute la grande équipe qui nous a permis d'arriver chez vous. Nous vous retrouvons un peu plus prochainement avec la même dose de plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus. Et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.